La Provence, c'est un pays de senteurs et de soleil, où la célèbre Côte d'Azur, du Festival du cinéma de Cannes à Saint-Tropez, fait figure de terre promise pour les estivants du monde entier. C'est ce pays millénaire, aux langues déliées, aux hommes chaleureux, où l'art de vivre est inné. C'est ce pays qui regarde la Méditerranée, offrant à ses deux plantes sacrées, l'olivier et la vigne, des terroirs d'exception. On va les vivants auprès des morts. Mangez vivants. Et les vivants auprès des morts. Des rascasses. Des coteaux d'Aix à Palette, aux Baux de Provence, de Bandol à Cassis, de Belley aux Côtes de Provence, et des coteaux varoises de Pierrevert, les routes qui mènent aux vignes en Provence sont innombrables, et toutes riches de rencontres inoubliables. Celles que nous emprunterons nous conduiront à travers la première région productrice des rosés au monde, dans quelques-unes des 7 appellations provençales. C'est bon. Voilà, celui-là, par contre, Je veux pas qu'il mange mon rouge à lèvres, ouais. C'est le délire, pas des fois. On va risquer d'entendre. Mais il y a également de prévu une dégustation. il faut nourrir, s'il vous plaît. De Pascal. Voilà, de Pascal. 13,5, il va doucement. Hein. Je vais doucement. Je vais le partager avec ma femme. Ça nous changera du Beaujolais. Excellent. Oh, il est beau, hein. Ah, excellent. Il faut avoir de la patience et attendre un peu, mais moi je suis un vieux, alors je ne peux pas trop attendre, je le vois tout de suite. À votre santé, hein. Très bon. Superbe. Il y a 2600 ans, les Phocéens débarquent sur un petit morceau de côte méditerranéenne. Ce sera Massilia, Marseille, avec dans leur cale l'art de la vigne et du vin. Ainsi, les premières vignes de ce qui deviendra bien plus tard la France sont marseillaises et provençales. Morceaux de bateaux, amphores grecques, romaines et gauloises. Des campagnes de fouilles archéologiques au cœur de Marseille et au large de ses côtes ont permis de ramener au jour quantité d'objets qui attestent d'une économie du vin structurée et très importante. Tout près du vieux port, on entreposait le vin à l'époque romaine, dans des récipients de plusieurs centaines de litres, les dolias, avant de les expédier vers des horizons lointains. Ce sont les Gallo-Romains qui porteront cette économie viticole à son apogée, et les routes du vin s'étireront des confins de la Méditerranée aux froids pays du Nord. Les Romains pensaient, ont écrit bien sûr, parce que sinon on ne pouvait pas le savoir, ont écrit que finalement le mariage de la vigne et d'un arbre était la seule raison pour laquelle la vigne donnait des fruits. Donc il fallait marier les deux ensemble, à tel point d'ailleurs que quand un arbre n'avait plus de vigne, quand la vigne était morte, l'arbre était dit veuf. Il y a la symbolique de l'olive finalement qui est là toute seule, mais avec sa grappe de raisin qui est pas loin. Ce sont en effet les deux plantes du bassin méditerranéen. Et nos Romains, on pouvait imaginer qu'ils faisaient deux récoltes. Finalement, ils arrivaient à vendanger sur les oliviers et ramasser ensuite quelques olives. Mais c'était surtout cet arbre qui est très courant qui leur servait de support tout naturellement, puisqu'il était dans leur environnement. Ce vignoble, toujours cultivé près de Beaucaire, est âgé de près de 2000 ans. On s'attache ici à comprendre comment les Romains cultivaient la vigne et vinifiaient le vin, en reproduisant fidèlement leurs techniques ancestrales. Mon prédécesseur, dont on connaît le nom d'ailleurs parce qu'on retrouve son nom sur les amphores, donc c'est pas un inconnu total, il faisait tout, il produisait du vin, il le vinifiait, il produisait raisin, il vinifiait ce raisin en vin, il fabriquait les amphores, il les remplissait, il les poissait pour qu'elles soient étanches et il les envoyait donc très loin. On a retrouvé des amphores des Tourelles dans le port d'Ostie en Italie, on a retrouvé des amphores des Tourelles en Allemagne, donc les vins déjà à cette époque étaient exportés. On remplissait ces dolias qui sont des jarres qui font entre 400 et 500 litres environ et ces jarres sont remplies de jus de raisin
Et à l'époque romaine, dans ce jus de raisin, on pouvait ajouter, c'est pas systématique, par exemple de l'eau de mer, on pouvait ajouter une plante comme le fenugrec. Alors là, les textes nous donnent beaucoup d'exemples et c'est à partir de ces différents exemples que nous travaillons en archéologie expérimentale. Donc c'est le monde mystérieux du vin que l'on retrouve et on réfléchit finalement quelles étaient les raisons profondes de cette aromatisation dans les vins que les Romains pratiquaient. Et c'était à notre avis pour justement typer les vins, leur donner une personnalité lorsqu'ils n'en avaient pas, lorsqu'elle était trop fade. Et c'est le grand apport de nos recherches. Le vin en Provence, c'est pour des millions d'estivants cette bouteille aux formes généreuses qui apporte la fraîcheur sous le soleil d'été, le rosé. Vin de vacances, dégusté en apéritif, le vin rosé et son plus grand représentant, le Côte de Provence, a longtemps véhiculé une image de petit vin, de vin facile. Effectivement, on a tendance à dire que les Côtes de Provence ne sont pas des vins de qualité. Je crois qu'il faut s'inscrire en faux devant ce constat parce que si on prend l'ensemble de la production Côte de Provence, depuis ces 20 dernières années, on se rendrait compte que l'apport et le gain qualitatif est considérable. Et un rosé, c'est un vin à part entière qui a ses obligations et ses contraintes de vinification comme un vin rouge ou comme un vin blanc. Les coopératives, ces grands ensembles à produire du vin, sont en pleine révolution. Face à un marché de plus en plus international et sélectif, face à un consommateur de plus en plus exigeant et averti, ces structures s'orientent vers des niveaux de technicité et de qualité très élevés. Il faut savoir que chez nous, par exemple, en période de vendange et en période de pointe en production, il faut qu'on soit capable de traiter des volumes de matière qui sont de l'ordre de 400 à 500 tonnes par jour. Donc il est bien évident qu'il a fallu, au fil du temps, adapter le matériel et la cuverie à ces quantités de vendange à traiter. Mais dans l'esprit, on va travailler sur une cuve de 400 hectos ou sur une cuve de 60 hectos. Le travail de base reste exactement le même. On sera obligé d'aller vers plus de qualité. Ça va du terroir, donc avec le choix des cépages que l'on va planter, la définition du sol et du cépage le mieux adapté en fonction de la parcelle, du lieu, de l'ensoleillement. Enfin, il y aura tous ces critères-là qui vont être encore plus analysés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce que l'on nous demande aussi, et ça c'est une demande assez pressante de la part du consommateur, c'est de pouvoir, pour une bouteille de vin achetée en cave coopérative, avoir la traçabilité, c'est-à-dire retrouver l'origine du produit qui a été mis dans la bouteille. Il suffit de se rappeler d'une dégustation qu'on a eue. Et là, il y avait bon nombre de sommeliers. Et certains ont enfin avoué que le rosé, et le Côte de Provence en particulier, pouvaient rentrer enfin dans la famille des grands vins. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une reconnaissance aujourd'hui des professionnels. Et on casse un peu cette image de vin facile à boire, facile à faire, qui nuit énormément à l'image produit. À quelques kilomètres d'Arc-sur-Argent, près de Draguignan, se trouve l'ancienne abbaye de la Selle-Roubaud, devenue aujourd'hui le château Sainte-Roseline. Ce vignoble chargé d'histoire est l'un des rares crus classés en Côte de Provence. Bernard Théiot, ancien promoteur immobilier et féru d'art contemporain, rachète en 1994 ce somptueux domaine. Il investit d'énormes sommes d'argent dans la réfection des chais et la rénovation de l'abbaye transformée en lieu d'habitation et de relations publiques.
Dans notre métier, il faut beaucoup recevoir des journalistes, des critiques gastronomiques, des clients, des importateurs. Et nous avons conçu cette rénovation pour recevoir dignement tous nos clients. C'est vrai que ça m'intéresse d'approcher des artistes, que ce soit aussi bien des peintres que des sculpteurs, que des musiciens. C'est vraiment un ensemble, c'est un cadre de vie, c'est une certaine sensibilité. Je ne suis pas sur le tracteur, je ne suis pas derrière la mise en bouteille. Par contre, je pense et je revendique le fait d'être le moteur de cette propriété. C'est moi qui donne des grands axes au niveau des investissements. Je sais bien ce que je veux faire et je m'entoure de personnel compétent. Sur un terroir de 80 hectares de vignes, ce néo-vigneron ambitionne de produire l'un des meilleurs côtes de Provence, tant en rosé qu'en rouge. Une volonté qui commence par un travail de la vigne rigoureux et précis. On va porter un soin très attentif à la vigne. Alors ça commence dans le choix du cépage et de l'adaptation du porte-greffe avec le sol, le problème de rendement. Si on maîtrise bien ces rendements, on pourra avoir des vins plus concentrés. Alors là, on est devant un exemple intéressant. Au moment où on plante, nous déroulons un film plastique au pied, ce qui a l'avantage d'éviter d'avoir de l'herbe au pied. Donc on ne désherbe pas chimiquement et on n'abîme pas les pieds de vigne avec du matériel, des décavaillonneuses ou de l'intercept. Et nous avons après un effeuillage pour avoir le maximum de raisins au soleil. Et enfin, bien avant les vendanges, au mois de fin juin, début juillet, nous faisons ce qu'on appelle des vendanges vertes. Et vous voyez au sol un certain nombre de grappes qui ont été coupées pour laisser un peu moins de raisins sur chaque pied pour contrôler notre rendement. Il y en a beaucoup, le portez dans combien de temps, vous? Là, il faut porter 10 minutes, un quart d'heure. Nous vendangeons manuellement, lentement, en fonction de la maturité de nos raisins. Ce qui fait que cette semaine, nous avons arrêté de vendanger mercredi, jeudi et vendredi. Bien qu'il fasse beau et qu'il était possible de vendanger, mais nous avons estimé que ce n'était pas suffisamment mûr. Le vin rosé, surtout dans notre région en Côte-de-Provence, n'est pas un mélange de rouge et de blanc. Ça peut se faire, notamment en Champagne. Les rosés de Champagne sont faits d'assemblage de rouge et de blanc. Le vin rosé s'effectue donc bien à partir de raisins noirs que l'on peut vinifier selon deux méthodes. Le pressurage direct, qui consiste à presser la vendange dès sa réception en séparant le jus des parties solides le plus rapidement possible. La seconde méthode, dite de la saignée, s'appuie sur une macération de quelques heures du jus et des peaux afin d'extraire plus de couleur et de matière. On a tendance à avoir des couleurs plus prononcées avec les macérations, des vins plus charnus, plus vineux, plus tanniques, alors que le pressurage direct s'oriente vers des vins plus aériens, plus féminins. Il y a des rosés de garde élevés en barrique, avec beaucoup de concentration, beaucoup de matière, et qui atteignent leur apogée généralement au bout de 18 mois. Donc qui vont à l'encontre de la rumeur qui laisse croire que les rosés ne se gardent pas. On s'est dirigé très vite et surtout sur du rosé parce que c'est un vin qui se boit dans l'année, ce qui permet de récupérer la trésorerie tout de suite et financièrement. Et c'est un vin qui est très demandé, qui correspond bien au climat, à la cuisine, qui se boit l'été frais, tout ça, il y a une logique. Mais c'est dommage, à mon sens, parce qu'on passe à côté de la possibilité de faire de très grands vins. Et mon objectif personnel, c'est d'aller dans cette direction, c'est de tirer vers le haut l'image de la propriété en faisant de très grands rouges. Le rosé restera toujours à des prix marchands relativement faibles par rapport à ce que l'on peut atteindre avec des rouges. Donc il y a un effort à faire, il faut se faire connaître, reconnaître, mais je pense, enfin c'est un peu mon pari, qu'à terme, on arrivera à valoriser beaucoup mieux ces rouges et d'arriver à trouver une certaine rentabilité d'une exploitation agricole.
D'un vin à l'autre, d'un terroir à l'autre, c'est une découverte infinie de nuances et de variations. Mais toujours cette chaleur des hommes qui font le vin. Nous voici dans l'appellation Bandol, terre de vin rouge, patrie du Mourvèdre. Là, nous sommes dans des Mourvèdres. C'est un cépage bien particulier à l'appellation Bandol. Il a besoin de sols relativement assez profonds et il aime bien le calcaire, il aime bien être dans les sols de Bandol. On dit que le Mourvèdre doit regarder la mer. On dit qu'il doit voir la mer parce que c'est une question de latitude et d'altitude, c'est une question de chaleur. Il aime beaucoup la chaleur. Et vous voyez, dans le Haut-Var, il ne mûrit pas. Et ici, dans le Bas-Var, si l'on peut dire, mais enfin surtout le front côtier, il a tendance à avoir un comportement normal. C'est lui qui aussi donne la particularité de cette appellation et l'empreinte de cette appellation. Alors, comme il est un peu rustique et qu'il a des caractères forts, il a tendance à être brutal aux sorties de vinification. Et c'est la raison qui oblige l'appellation Bandol, dans son décret, à sortir les vins qu'au-delà de 18 mois. C'est long, un élevage en fût de bois de 18 mois. Et si vous voulez, c'est l'inverse du primeur. Le point de départ de la saga vinicole de la famille Ott, alsacienne d'origine, se situe en 1870. Pour fuir les Prussiens, il se réfugie à Paris. Mon grand-père a fait une allergie à toute cette vie parisienne. Il a fait l'agro. Il a voulu, après l'Institut agronomique de France, aller en Algérie. Et ma grand-mère, qui était de Thaon-les-Vosges, n'a jamais voulu traverser la Méditerranée. Et voilà comment comment ils sont arrivés il y a 104 ans à Cavalère. Là, voilà, vous avez ici le vignoble de Cavalère. Et une photo de vendange. Défricheurs, bâtisseurs, modeleurs de terrain, les Ott ont travaillé les paysages de leurs 3 domaines à la caresse du bulldozer. Leurs vignes cultivées en restanque, cette terrasse provençale, allient respect des traditions et nécessité viticole. De notre temps, si vous voulez, un tracteur de 3 tonnes doit rentrer au début de l'arrêt et sortir à l'autre bout avec un séchage uniforme après les pluies. Et il faut donc que le terrain ait une forme. Et il faut aussi qu'il y ait la même quantité de terre pour le premier pied qu'au dernier pied de la parcelle, de façon à ce que le séchage soit non seulement uniforme, mais aussi la chance de vie de chaque pied soit la même. C'est surtout amener à maturité tous les pieds en même temps. Si vous faites une vendange avec des grappes qui sont à 10 degrés et d'autres grappes qui sont à 14 degrés, votre vendange est déjà compromise. Vas-y, doucement, doucement. Si on en met à côté, on est des cons, hein. Oh, regarde ça. Nous avons un oncle qui avait des qualités de recherche artistique et qui a dessiné cette bouteille. Et il l'a fait dans un esprit qui était une réflexion en se disant la Champagne a une bouteille, l'Alsace a une bouteille, la Bourgogne en a une, le Bordeaux aussi, pourquoi pas une bouteille provençale. Il faut que vous sachiez que c'est très délicat, il faut qu'elle soit manipulable, empilable, bouchable correctement. Et ça a été un très gros poids pour l'entreprise pendant de longues années, surtout quand le verre était encore soufflé à la main. Et vous êtes de quel endroit? De Troyes. Ah, ben ouais. Vous allez être très bon, là. Oui, oui, on essaye. Attendez, il ne faut jamais assez bon, hein, il faut toujours améliorer. Oh bah, mais comme partout. Hein. Il n'y a rien de pire qu'un vigneron qui pense que son vin est le meilleur. Ah oui. Parce que le jour où il est vinaigre, il croit toujours qu'il est meilleur. Ah oui, hein. non. Merci. À bientôt. Près de Marseille se cache un petit village posé face à la mer, enchâssé entre le cap Canaille et les Calanques.
c'est Cassis. Joyau touristique de la Méditerranée, ce village à la Pagnole est aussi riche d'un vignoble. Un vignoble de vin blanc aux accents marins. Le poète provençal Frédéric Mistral résida longtemps à Cassis et but son vin. Il en chanta les louanges en 1867 dans un long poème, Calendal. Chaque jour, donc, il descendait sur le port de Cassis pour discuter avec les pêcheurs et puis voir le travail des femmes qui, à ce moment-là, fabriquaient des scourtins et polissaient aussi le corail. Et c'est là, dans ce décor magnifique, qu'il va créer ce poème et cette rencontre entre Calendal, le petit pêcheur d'anchois de Cassis, et Esterelle, la princesse des Baux. Entre les rocs rousseaux et blancs, quand mieggio lune fancalanque, l'oufron en plein mi-jour, et l'ipée dans la mare, comme une brune gaffarelle qui perd sous l'as, pesco et girelle, Cassis, Villette pescarello, mande lu sardinao et tire lu calabar. Il voyait ces beaux alignements de vignes et il dégustera souvent ce vin de Cassis sur le port. Et d'ailleurs, il va y consacrer, disons, une quinzaine de vers dans son poème. Et Calendal, lorsqu'il arrivera devant le comte Sévéran, qui est son rival, il lui dira « Ah, si j'en avais un fiasque aujourd'hui, je le dégusterais volontiers ». Au début du siècle, on faisait les vins muscats à Cassis, et puis quelques temps après, pour s'adapter au goût, on a commencé à sortir les fameux vins blancs de Cassis. Et là, les vignerons les plus actifs, Pierre Imbert, Émile Baudin, plus tard le colonel Tide à Fontcreuse, ont commencé à vouloir donner des lettres de noblesse aux vins de Cassis. Et dès 1935, à l'instauration de l'INAO, la demande fut faite pour que Cassis bénéficie de l'AOC. Et en 1936, Cassis avec Châteauneuf-du-Pape et Sauternes ont été les premières appellations à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée. D'où le souci qualitatif de nos prédécesseurs vignerons à Cassis. Ça vient, on est vraiment dans le moment idéal pour la vendange. La caractéristique du vignoble de Cassis, c'est d'abord d'être sur un terroir très calcaire. Nous sommes sur des érosions, nous sommes quelquefois sur des 15 à 25% de calcaire actif, ce qui nous oblige à avoir des portes de greffe très particuliers, résistants à la sécheresse et résistants au calcaire. Nous sommes ici sur des coteaux, donc exposés nord-est, nord-ouest, c'est idéal pour les blancs. Et alors la Marsanne, c'est un cépage qui en Provence, c'est surtout et pratiquement que sur Cassis. Je crois que seul le décret de Cassis comporte de la Marsanne. Sinon, on en trouve également dans la vallée du Rhône. C'est un cépage qui apporte à notre assemblage énormément de gras, qui lie les deux cépages que sont l'Uni et la Clairette. La Clairette donnant ce petit goût d'amande amère et glissée, et l'Uni, c'est le côté sec du vin. Et l'ensemble des trois fait un vin rare et précieux. Laurent, ça va alors? Qu'est-ce qu'ils disent les Cinsault? Ça commence à arriver à maturité. Je pense qu'on va pas tarder à manger, quoi. Ah d'accord. C'est bien sucré. Il n'y a pas trop d'acidité là. C'est sucré. Hein? C'est vrai que ça... Essayer de faire tomber le glycérol. Vous voyez? On voit bien le gras. Et c'est un vin qui a qu'un an. Le but, c'est de faire des vins qui font découvrir aux dégustateurs des ouvertures sur de différents arômes, qui peuvent être aussi bien des arômes boisés ou des arômes plutôt fleurs blanches, comme c'est le cas par exemple des vins de Cassis, avec les fleurs d'aubépine et de tilleul, et les fleurs d'amandier, et qui peut s'ouvrir également après sur le côté fruité, le côté fruits exotiques, le côté agrumes. C'est la grosse typicité des vins de Cassis, avec en plus de ça donc en fin de bouche, ce gras qui revient avec le renfort donc, du glycérol, qui est en fait donc, un alcool qui va donner le velouté dans le verre et cette sensation de douceur en bouche.
Et ensuite, donc, ce petit caractère très typique de l'appellation Cassis, c'est ce goût de pierre à fusil, qui est typique en fait de la roche, du calcaire très dur. Et ce sont des vins qui accommodent à merveille, qui se marient avec les poissons, la bouillabaisse et les coquillages et tout ce qui est fruits de mer et crustacés. Le monde du vin trouve aujourd'hui, sous le soleil méditerranéen, un nouvel espace de communication, le réseau des réseaux, Internet. Aix-en-Provence, l'un des bastions provençaux d'Internet, abrite plusieurs sociétés de cette nouvelle économie du vin qui tentent de faire le grand écart entre nouvelles technologies et traditions. Ou comment les mystères d'Internet rejoignent la magie du vin. Il y a un mélange de fantasmes, d'angoisse, la peur de ne pas en avoir le contrôle. On a vécu la même angoisse avec l'émergence de la grande distribution dans les années 80, où les producteurs de vin se disaient « mais comment je vais pouvoir vendre mes vins si je ne suis pas présent pour en parler ou s'il n'y a pas un caviste qui est là pour l'expliquer, comment le vin pourrait se vendre tout seul ?» Vendre sur Internet, c'est comme vendre un caviste et des gens comme nous faisons notre maximum pour bien expliquer le vin. On a une équipe de dégustateurs qui passe son temps à dénicher les meilleurs produits et à les commenter. On essaye de se réunir tous les jours parce qu'on reçoit à peu près 24 à 36 bouteilles par jour d'échantillons. Donc de ces échantillons, on fait un tri et une sélection très très importante. Ils ont eu 4 années vraiment de vaches de millésime assez moyen. Chaque région a une typicité et donc on va faire valoir le maximum de typicité dans les vins qu'on achète. Quand notre client recherche un coteau d'Aix-en-Provence, un vin de Provence, il faut qu'il ait ces caractéristiques des vins de Provence. Le consommateur, globalement, a assez peur d'acheter du vin parce que soit il s'y connaît vraiment bien, auquel cas ça pose pas de problème, il sait exactement ce qu'il veut, il sait où le trouver. Mais s'il s'y connaît peu, il a toujours un petit peu peur d'être mal conseillé, il a peur un petit peu souvent de rentrer dans une boutique parce qu'il se dit est-ce qu'on va vraiment me conseiller sur mes goûts ou est-ce qu'on va essayer de me vendre quelque chose qu'on a envie de me vendre. Enfin, c'est très difficile d'acheter du vin. Et finalement, je crois que ce qu'on apporte avec Internet, c'est ça, c'est cette capacité à chacun de poser les questions s'il le souhaite mais de ne pas être obligé de le faire, de demander un conseil s'il le souhaite mais de ne pas être obligé de le faire et de pouvoir avoir tout son temps devant le rayon pour faire son choix. Pour la Provence, l'Internet est une région formidable. On a à peu près 6 mois ou 9 mois où il y a beaucoup moins d'activités touristiques et où finalement on n'a plus de lien avec le consommateur. C'est là où l'Internet joue ce rôle fabuleux d'être le lien avec ce consommateur qui, une fois rentré chez lui dans son pays d'origine ou dans une autre ville, va aller retrouver la possibilité de souvenirs de vacances, de mémoire des rencontres qu'il a pu faire avec des producteurs, de possibilité de lui recommander en direct des produits sans forcément avoir besoin de se déplacer pendant les 6 mois, et surtout d'envie d'y revenir l'été suivant. Aux portes d'Aix-en-Provence, au pied de la lumineuse montagne Sainte-Victoire, tant de fois peinte par Cézanne, se trouve l'une des plus petites appellations françaises, Palette. Une micro-appellation historique répartie sur 32 hectares d'un vignoble d'exception, masqué par les forêts de pins, comme dans un écrin caché aux yeux du monde. Nous arrivons sur une parcelle là, qui vient d'être vendangée et qui date dans la plantation de 1891. Donc ce sont des vignes qui ont pratiquement 110 ans. Elles ont été plantées par mon grand-père au moment de la reconstitution du vignoble après le phylloxéra. Ça fait certainement partie des plus anciennes vignes de Provence. Voilà. Alors là, vous avez les racines qui plongent à des profondeurs phénoménales. Hein, ça va à plusieurs dizaines de mètres. Dessous, on les charge toujours trop. Et oui, mais il faut mettre un peu du raisin aussi. Attendez, attendez. Il est là, le. Je suis la première. Je te vois plus, là. Tu te caches, tu m'attends. Ah non, j'avance. Cette parcelle-là, essentiellement, c'est une parcelle qui est suivie et qui est donc... les opérations de taille sont faites par la famille Rougier personnellement depuis des générations. C'est mon père, c'était son morceau qu'il taillait chaque année, que je continue à tailler personnellement.
Le vignoble de Palette, déjà présent au XVe siècle, acquiert sa réputation au XVIe grâce aux moines du Grand Carme d'Aix. Le château Simone, qui appartient depuis 2 siècles à la famille de René Rougier, est le fer de lance de cette appellation, obtenue à force de travail et de pugnacité par son père dès 1948. Mon père était un grand traditionnaliste, c'était un fait libre, il parlait le provençal admirablement bien, il l'écrivait aussi. Et il avait voulu, lorsque l'appellation Palette est sortie, il avait voulu que tous ces cépages qui se trouvaient sur son vignoble soient codifiés en quelque sorte, soient classés. Et donc c'est la raison pour laquelle on retrouve dans le décret de contrôle de l'appellation Palette un nombre très important de cépages, de très vieux cépages provençaux qu'on ne trouve plus par ailleurs, tels que les Castés ou les Malosquins, mais que nous continuons à cultiver jalousement sur notre vignoble. Ce sont des pressoirs historiques qui ont au-delà de 80 ans et qui marchent toujours comme des montres. Je considère personnellement que ce système de pressoir est la Rolls des pressoirs. Ce sont des pressoirs sur lesquels la vendange est entièrement respectée. Elle est maintenue en pression constante sans avoir de malaxation, de trituration. Donc il y a un respect total de la matière. Ils sont en train d'ouvrir les cages du pressoir, là. Ce sont des marques qui sont terminées, qui sont épuisées, enfin, que l'on ne veut pas presser davantage et qu'on met de côté pour envoyer à la distillerie. Vous allez voir le gâteau. Le marc a été donc pressé, mais sans être trituré. Vous avez les raisins qui sont complètement pressés, mais le raisin n'est pas abîmé. N'est pas abîmé du tout. Le noyau des caves date du XVIe siècle. Elles ont été creusées par les religieux, les moines Grand Carme d'Aix. Ici, vous avez cette cave a été restaurée par mon père il y a une 50aine d'années. Voilà, vous avez un caveau de vieillissement. Tous nos vins sont conservés dans le bois, mais nous employons très peu de bois neuf. Ce sont tous des barriques de 2e, 3e vin. Nous tenons essentiellement à ce que le bois soit une toile de fond du vin et ne soit pas du tout un élément dominant dans la structure du vin. Notre vin, c'est notre enfant, donc on a toujours tendance à voir ses enfants avec les yeux de l'amour d'abord. Donc par conséquent, c'est une des premières raisons pour lesquelles on y est très attaché. Et puis on essaye surtout de continuer, de le pérenniser, de continuer à ce qu'il reste vivant le plus longtemps possible. Ici, nous avons une petite collection de très anciennes bouteilles de Château Simone que nous conservons religieusement. Voilà, vous avez celle-là, 1921. Bouteille vénérable et mémorable. C'est ce qu'il y a de plus émouvant. Je pense que ce qu'il y a de plus émouvant quand on sort de vieilles bouteilles, c'est pas particulier au Château Simone, c'est de penser que ceux qui ont fait ce vin sont morts et que le vin est toujours là vivant. Nice,
la ville la plus orientale de la Provence. Depuis plusieurs siècles, cette ancienne cité du duché de Savoie cache jalousement en son sein un petit vignoble de 40 hectares, le vignoble de Belley. Le maréchal de Catinat avait fait envoyer à Louis XIV du vin de Belley. Donc, à l'époque déjà, ce vin avait une certaine notoriété. En tout cas, cela signifiait que ce vin venait de Belley, c'est-à-dire en tout cas de cette région. Fait exceptionnel, ce vignoble est aujourd'hui encore situé entièrement dans les limites de la commune de Nice. L'histoire de ce vin et de ce terroir de Belley se confond avec l'histoire de la famille de Ghislain de Charnacé, baron de Belley. Parmi les photos qui sont là, je les aime toutes, mais il y en a une que je trouve assez étonnante. C'est cette photo parce qu'elle représente 4 générations de barons de Belley. Cette photo date de 1897. Et donc vous avez mon grand-père, le père de celui-ci, le père de mon arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc le plus ancien étant né en 1811. Je crois qu'il faut savoir faire référence à ceux qui nous ont précédés. C'est une règle de conduite, finalement, de se dire je souhaite moi-même faire bien, ce qui ne veut pas dire faire la même chose, mais de se dire les gens qui m'ont précédé ont été bien, eh bien, je souhaite être moi-même bien. Établie à 300 mètres d'altitude sur des éboulis calcaires, la vigne s'accroche sur des coteaux travaillés en restanque. Alors là, on arrive donc sur une planche, puisque c'est le terme qu'on utilise pour délimiter, si vous voulez, les parcelles que nous travaillons. Ce qui est assez extraordinaire, c'est du sable, et puis c'est tous ces galets. Alors ces galets, c'est ceux qu'on peut retrouver, ce sont les mêmes que ceux qu'on retrouve sur le bord de mer. Et puis très vite, en profondeur, on a le pouding qui est donc ce galet roulé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est dur comme du béton et que par conséquent, pour que le système radiculaire de la vigne puisse descendre en profondeur et sans bouleverser la structure de nos sols, eh bien on fait beaucoup de tirs de mine pour essayer de faire éclater ce pouding afin que la vigne l'été puisse aller chercher les réserves en eau dont elle a besoin. Quand je suis arrivé en 1970, donc sur cette exploitation de famille, les paysans disaient oui, mais vous comprenez, le braquet c'est un cépage fragile, peu fructifère, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'arracher au profit d'autres cépages? J'ai dit non. On a travaillé dessus, on a fait des sélections massales. Moi, je crois que le braquet, qui en plus de ça est le nom d'une vieille famille du terroir d'ici, c'est un cépage de Belley, qu'il faut le multiplier. Et quand on a des difficultés, il ne s'agit pas de baisser les bras, il s'agit d'y faire face et de voir comment on peut s'en sortir. Petit joyau niçois, le vignoble de Belley souffre d'une pression croissante de l'implantation immobilière. C'est un vignoble urbain en sursis qui perdure grâce à la ténacité de ses vignerons. C'est peut-être aussi une certaine forme de culture et de se dire que laisser partir un patrimoine comme ça, c'est un peu comme un tableau exceptionnel qui partirait à l'étranger. Tant que moi j'ai la volonté, mais tant que d'autres ont aussi la volonté, le vignoble demeurera. Et voilà Saint-Janet, Saint-Janet-le-Riche comme on disait, un petit village accroché au pied des Baous, ces falaises calcaires préalpines. Longtemps célébré pour son raisin de table, c'est aujourd'hui un terroir en vin de pays dont la famille de René Ras cultive jalousement les originalités. Cet arbre-là doit avoir au moins 1 millier d'années. Oui, oui. This tree is at least 1,000 years old. Comme on aime bien dire, s'il pouvait nous raconter tout ce qu'il a vu. Je suis toujours en admiration, moi, devant ceux qui nous ont précédés, parce que c'est la folie. Le travail que pouvaient faire ces gens-là, les vignes, il fallait que ce soit impeccable. Bien tenu, bien attaché, bien bêché, pas le moindre brin d'herbe. Et alors ça, toute la journée, pendant tout l'été, gratter les herbes, bêcher, attacher les vignes, les enrouler bien. Alors, heureusement, ils avaient quelque chose qui leur donnait du tonus et qui leur permettait de bien se conserver. C'était le vin de Saint-Janet. L'histoire raconte que c'est donc un agriculteur qui descendait à sa campagne tous les jours
Et il avait remarqué que des oiseaux venaient toute la journée plonger dans cet endroit-là, ressortaient avec l'air content. Donc au bout de 8-10 jours, il s'est dit, il faut quand même que j'aille voir qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Il est descendu et il a vu une vigne magnifique avec des raisins encore sains, alors qu'on était déjà décembre bien avancé. Donc, comme tout bon agriculteur, il a pris son petit sarment et il s'est dit, je vais me la greffer chez moi. Donc ce raisin a donné des fruits qui se gardent tout l'hiver. Et ça a fait un peu notre gloire et la richesse, la petite richesse passagère de nos habitants, parce qu'au début du siècle, la Côte d'Azur a commencé à se développer. C'était le grand rendez-vous des princes d'Europe, donc le tsar de Russie, la reine d'Angleterre, les princes. Et tous ces gens-là avaient la possibilité de se payer quelques fantaisies, c'est-à-dire quelques grappes de raisin en plein hiver. Les heures de gloire du raisin de Saint-Janet s'achèvent dès les années 50. Le développement des moyens de transport permet l'approvisionnement depuis des contrées lointaines des raisins de table tout au long de l'hiver. Saint-Janet vit une crise économique qui oblige bon nombre de viticulteurs à se reconvertir. La famille Rasse choisira, elle, de persévérer. Ce qui est intéressant dans notre situation, c'est qu'on n'est pas en appellation contrôlée. Donc on peut faire évoluer notre vignoble, mettre les cépages qu'on estime bien et faire un vin original et peut-être qui va être différent dans les années à venir. Alors donc là, une parcelle qui a 5 ans, c'est sa deuxième récolte. Cabernet Sauvignon, principalement, un bon clone. Là, c'était un vionnier qu'on a ramassé hier, qui a donné de bons résultats aussi. En dessous, là, on a du Grenache blanc. Donc ça, c'était un autre essai aussi, c'est du Cabernet Franc. Il y a une demi-rangée. On n'est pas figé, on n'est pas bloqué par des cépages traditionnels qui vont vous obliger à mettre des choses qui vous intéressent pas. On a fait des essais, nous, avec de la folle, du braquet, avec des mourvèdres, et on est très déçus. Donc là, derrière vous, vous avez une parcelle qu'on avait mis, il y avait de la folle, du braquet, qu'on a planté assez récemment, il y a une douzaine d'années, et on l'a réarraché, on va en mettre autre chose. Oh, c'est symbolique, hein, la vérité. Ah, je saute dedans carrément. Ouais. Donc, tu as la fourche. Là, on a une très belle couleur cette année. Hein. Le vin de Saint-Janet, il ne ressemble pas à un autre vin, même s'il est à base de merlot ou de cabernet. Parce qu'après, il y a le terroir, la façon de le faire et ainsi de suite qui change. Ces cépages-là qui ont des éléments qui permettent de faire une bonne base de vin, de faire des vins qui tiennent bien la route. Le merlot, par exemple, de la couleur, du degré, le cabernet des tanins, la syrah de la souplesse. Ça va faire la charpente de notre vin, en fait. Alors que si on n'utilisait que nos cépages traditionnels, on ferait le petit vin habituel, très clair, qui ne voyage pas, qui doit se consommer très jeune. Ça va, il fait chaud, hein, dedans. Ah, ça sent bon, hein. Ah, ouais, c'est clair. On peut déguster. Voilà, donc on va vous faire déguster. Alors, Georges Rasse is the vigneron with his brother Denis. Oui. Voilà. Anybody who wants to spit or throw. Nous, ce qu'on cherche, c'est que ce soit le vin qui s'identifie à Saint-Janet. Donc on essaye de faire un vin qui soit vraiment spécifique à Saint-Janet et qui ne ressemble pas à telle ou telle autre région, parce qu'on veut donner une identité à notre produit. Nous avons des vins donc, qui sont habillés de façon assez particulière, puisque ce sont pour chaque vin un tableau qui est réalisé pour représenter le vin et le millésime. Et c'est réalisé donc par un de mes frères. Tu n'es pas servi? Oui, c'est pour moi ça. OK. Anybody else need bread? Le vin, ça vous le savez, tout autant que moi, ce n'est pas une boisson. Hein. Je ne veux citer aucune autre boisson qu'on a fabriquée entre-temps. Non, ce n'est pas une boisson. Le vin, c'est quand même quelque chose de tellement plus... C'est psychologique, quoi. Ça rejoint notre subconscient. C'est pas fait seulement pour nous abreuver, donc c'est fait pour nous réjouir. Et le vin, depuis le fond des temps, est là pour réjouir le cœur de l'homme.
Notre voyage en Provence viticole nous ramène à Marseille, ce port aux saveurs orientales. Car notre périple serait incomplet si nous n'évoquions pas le mariage divin de la table et du vin. Réputée dans le monde entier, la diète méditerranéenne joue des produits de la terre, de la mer et des épices, comme d'une palette immense, dont le chef, Gérald Paseda, maîtrise tout l'art. Nous allons donc commencer à faire la dorade aubergine avec une petite gastrique à côté et un petit peu de rhubarbe. C'est un plat méditerranéen qu'on associe avec une sauce un peu salée-sucrée pour essayer de faire ressortir les sucres de la dorade qui sont assez forts en goût de roche. Donc on va commencer par élaborer une petite sauce gastrique qui est faite à base de gingembre, donc c'est du gingembre, hein. Voilà. Ensuite nous allons prendre une petite cuillère de miel. Voilà, nous allons faire fondre le miel comme ça, de la rhubarbe, déglacer avec du vinaigre de Rérès et vous laissez mijoter à peu près 2-3 minutes. Pendant ce temps, on va couper l'aubergine. Ma gastrique est presque prête. Je prends un petit peu de fond de veau. Je vais couper la dorade. Les poissons, on les trouve chez des petits pêcheurs de bateaux qui viennent nous livrer devant. C'est ceci que je demande d'abord. Vous voyez, c'est l'hameçon dans la bouche du poisson et non pas des poissons pris au filet. Voilà. Je l'huile bien comme il faut pour la griller. Maintenant, si vous n'avez pas de grille, vous pouvez le faire dans une poêle aussi. Une fois qu'elle est grillée comme ceci, je vais la faire cuire dans un four vapeur. Nous, on utilise les produits de la Provence et la Provence utilise les produits de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, c'est une fusion qui, bien entendu, se transforme à Marseille puisqu'on est quand même un port ouvert sur l'Orient et donc on est aussi habitué à avoir des épices et à travailler avec tout ce qui est oriental et qui vient un petit peu de partout. On est quand même la route principale des épices depuis des siècles. Elle est moderne par son hygiène de vie et traditionnelle, bon, parce que effectivement les produits que l'on utilise sont hyper traditionnels. Mais disons que des cuisiniers de la génération sont là pour faire évoluer les choses vers quelque chose de beaucoup plus contemporain. On ne reste pas figé sur une bouillabaisse, vous voyez, par exemple. Donc ensuite, on prend cette sauce gastrique, hein, et on va faire gentiment confire les aubergines au four. Voilà, c'est bon. Donc c'est cuit pendant à peu près 6 minutes, 8 minutes. Et pour que le poisson soit délicieux, il faut qu'il repose quelques minutes, 5-6 minutes après la cuisson. Donc là, on va dresser le plat. Je prends mes aubergines confites. On a un peu juste un petit peu de gastrique, voilà, comme ceci. Voilà. Pour accompagner cette dorade gastrique, un excellent produit régional, un vin de pays des Bouches-du-Rhône. Donc le Château Rêvelette, produit par un Allemand, M. Peter Fischer, sur la commune de Jouques. On met les vins régionaux en avant, bien entendu, parce que depuis une dizaine d'années, ils ont pris une ampleur telle qu'ils deviennent absolument admirables. Ces gens-là font un métier formidable qui nous aide à justement faire remonter notre région dans les estimes de tous les Français du monde entier, de toute façon. Surtout du monde entier, parce qu'en fait, on est beaucoup plus sollicité par les gens extérieurs à la France que par les Français. C'est ça qui est terrible. Moi, j'aime bien l'ouvrir, vous voyez. J'aime bien ça. J'aime tourner un petit peu comme ça. Pas mal. On va tirer toute cette histoire par le haut. Je présume qu'on va arriver vers une qualité qui va être sublime. On pourra être comparable au point de vue œnologie et culinaire parmi les régions les plus attendues à l'heure actuelle, quoi. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez bien. Mais je pense que d'ici 5 à 10 ans, on va faire partie des meilleurs, c'est certain.